Alors, bonjour à tous, Benjamin Place, je suis chef de clinique de neurochirurgie à Toulouse et on va aborder ensemble donc la partie traumatisme médulaire. Donc comme vous l'a dit Monsieur Saldegosi en introduction, on s'est concentré exclusivement sur le CIVORA parce que les fractures avec signes neurologiques représentaient une très faible proportion de notre série et la prise en charge va se rapprocher un peu de celle de l'adulte avec une décompression et une fixation dans la plupart des cas, contrairement au CIVORA qui est vraiment spécifique de l'adulte. Alors pour revenir un peu sur les définitions, le CIVORA c'est un acronyme qui a été établi par le Dr Pang, un neurochirurgien pédiatrique nord-américain en 1982, qui veut dire Spinal Cord Injury without radiologic abnormalities, donc ce qui implique des signes neurologiques post-traumatiques avec une radiographie et une tomodensitométrie qui vont être considérées comme normales. Après l'apparition de l'IRM, est apparu un nouveau terme, CIVONA, qui est aussi un acronyme et qui veut dire Spinal Cord Injury without Neuroradiologic Abnormalities, donc ce qui implique aussi des signes neurologiques, mais là, en plus de la radiographie, de la tomodensitométrie, l'IRM va être aussi normal. Alors la physiopathologie, je ne vais pas y revenir, M. Saldegosi vous l'a dit dans l'introduction. En tout cas, on va avoir chez l'enfant et surtout chez le petit enfant une mobilité intervertébrale nettement augmentée et avec une augmentation de chances d'avoir des lésions médulaires sans traumatisme osseux visible. Donc afin d'avoir une série un peu plus conséquente, nous avons fait appel à d'autres services de neurochirurgie pédiatrique et je remercie les services de Lyon et de Lille d'avoir participé. On a récolté les données donc de manière rétrospective, clinique, IRM et du suivi. Et alors dans cette table ronde consacrée au traumatisme thoracolombaire, on a pris quand même en compte les traumatismes cervicaux parce que les CIVORA se localisent surtout à ce niveau-là et il nous a semblé intéressant d'évaluer la répartition topographique des CIVORA. On a pris en compte donc les données épidémiologiques, dont les causes, étudier les facteurs pronostiques de récupération neurologique et la prise en charge qui est généralement retenue. Alors on a quand même pu récupérer 36 patients. Quand on voit la littérature, c'est quand même une série assez conséquente. Une majorité de garçons. Ça va plutôt concerner le grand enfant, avec un âge moyen de 8 ans. Un suivi qui était quand même assez conséquent, plus de 400 jours, et une localisation cervicale prédominante. Alors c'est une pathologie qui rentre dans le cadre de polytraumatisme, donc on pouvait voir quand même une mortalité assez élevée et des lésions associées aussi qui étaient présentes dans 40% des cas. Alors les causes, c'était les accidents de la voie publique, dans la moitié des cas, les causes sportives en deuxième ordre de fréquence et les traumatismes obstétricaux dont M. Vinchon vous parlera un peu plus spécifiquement après, et les chutes en quatrième cause. Alors ce qu'on pouvait voir d'intéressant, c'est que pour les traumatismes sportifs, le rugby était dans la moitié des cas responsable des CIVORA. Alors on a analysé en sous-groupe ceux avec une IRM anormale, donc il y avait quand même 27 patients qui avaient donc un hypersignal T2 en général au niveau médulaire. On pouvait voir là sur le plan du pronostic que c'était quand même beaucoup plus grave avec un taux de décès plus important et le statut neurologique aussi en pâtissait avec une absence de récupération dans plus de 60% des cas et une récupération complète dans seulement 22% des cas. Ce qu'on a pu voir d'intéressant, c'est qu'il n'y a eu aucun cas de récidive, c'est quelque chose qui est décrit dans la littérature, des enfants qui vont dans un premier temps récupérer et qui vont ensuite remontrer une dégradation neurologique du fait, alors le mécanisme physiopathologique n'est pas encore bien connu, mais c'est probablement dû à une instabilité. Alors le CIVONA, c'est le deuxième sous-groupe, là où l'IRM, elle, va être normale, mais on va pouvoir quand même objectiver des signes neurologiques. Il y avait 9 patients, ça concernait plutôt le jeune adolescent, et c'était plutôt là les traumatismes sportifs qui étaient responsables. On peut entendre le terme de commotion médulaire qui va être consacré à ces CIVONA. Le statut neurologique, là,
et la mortalité seront beaucoup plus favorables, avec une mortalité de 0% et une récupération complète dans la totalité des cas. Alors les facteurs pronostiques, il y avait l'âge, nettement significatif. Plus l'enfant était jeune, plus le pronostic neurologique était grave. Le statut neurologique initial, avec les enfants qui avaient un grade A d'ASIA, qui avaient beaucoup moins de chances de récupérer par rapport aux autres. Et l'IRM, donc quand elle montrait des anomalies, là aussi les enfants avaient moins de chances de récupérer. Alors pour la prise en charge, on peut voir que la corticothérapie à la phase aiguë était largement utilisée, dans 70% des cas. La chirurgie n'entrait pas trop en jeu. Il y a juste un cas dont va vous parler M. Vinchon après, qui était plus un doute sur un diagnostic différentiel de diastématomyélie dans le cadre d'un traumatisme obstétrical. L'immobilisation par corset, elle était largement utilisée, surtout quand on avait des signes neurologiques persistants avec une IRM anormale. Là, l'immobilisation était utilisée dans 85% des cas avec une durée qui vous pouvait varier de manière arbitraire de 2 à 4 mois. Quand l'IRM était normale et donc quand on voyait les enfants qui récupéraient, en général c'était dans les 48 heures, là l'immobilisation était utilisée que dans la moitié des cas et avec une durée beaucoup plus courte. Alors quand on regarde la littérature, ils retrouvent à peu près les mêmes résultats que nous. Il n'y a que 3 séries qui sont plus conséquentes que la nôtre, des séries nord-américaines. Donc on peut voir que c'est une pathologie très rare, qui va concerner comme nous le jeune enfant, plutôt le garçon, les accidents de la voie publique qui sont le plus pourvoyeurs, et une localisation cervicale nettement prédominante, surtout chez le petit enfant. Les facteurs pronostiques sont les mêmes que les nôtres, l'âge, le score ASIA initial et l'IRM. Alors pour la prise en charge, il faut savoir que c'est quand même, quand on regarde la littérature, c'est quasiment que des case reports où il y a quand même des séries rétrospectives, mais sur un faible nombre de cas. Donc la prise en charge va quand même être, il ne va pas y avoir de guidelines bien clairs. La corticothérapie quand même, quand on regarde que ce soit chez l'adulte et même maintenant il commence à y avoir des revues de la littérature chez l'enfant, la corticothérapie ne semble plus indiquée à la phase aiguë, car elle n'a pas montré son efficacité et elle va plutôt tendance à augmenter la morbidité, surtout chez des enfants qui vont être hospitalisés en réanimation. L'immobilisation par corset, elle est surtout indiquée pour éviter la récidive. Là aussi, pas de guidelines bien clairs. Il y a deux écoles, on va dire, ceux qui préconisent vraiment une immobilisation et ceux, via des études rétrospectives qui n'ont pas montré de différence, eux pensent plutôt que l'immobilisation n'est pas obligatoire. La chirurgie, elle reste d'indication rare et elle va être réservée au cas où on fait la preuve d'une instabilité ou quand on voit des lésions ligamentaires à l'IRM. Alors en conclusion, il faut quand même retenir que c'est une pathologie rare, mais grave, avec un taux de décès et des handicaps graves qui sont fréquents. Les facteurs pronostiques validés semblent être l'âge, le score ASIA initial et l'IRM. Alors il y a quand même un facteur culturel qui est assez intéressant. Aux États-Unis, la pratique sportive la plus pourvoyeuse de SIVORA va être le football américain. Et il y a une étude récente chinoise qui voyait que la pratique de gymnastique pouvait aussi provoquer des lésions SIVORA, surtout au niveau thoracique. Pour la prise en charge, il faut retenir qu'elle est rarement chirurgicale. L'immobilisation reste quand même clairement recommandée pour éviter les cas de récidive. Et après, la durée va être en fonction du suivi clinique et du suivi radiographique. En tout cas, quand on a des lésions neurologiques avec un déficit persistant, là, l'immobilisation doit être prolongée et d'être au moins 2 mois, d'après les données de la littérature et notre série où on a pu voir qu'il n'y avait aucun cas de récidive, alors qu'on avait on immobilisait très largement les enfants. Voilà, je vous remercie.